Alors, j'aimerais commencer en remerciant le comité organisateur qui m'a invité ici pour vous parler de mon petit bébé, qui est la pédagogie 3.0. La pédagogie 3.0, c'est des... Et aujourd'hui, je vais vous parler seulement de peut-être 15 % de la pédagogie 3.0, donc c'est un faisceau très petit que je vous présente, où, lorsqu'on déploie ces environnements-là autour d'éléments qu'on fait déjà, je vais vous parler des évaluations aujourd'hui. Donc, lorsqu'on déploie la pédagogie 3.0 par-dessus des éléments qu'on fait déjà, ça a l'avantage soit d'engager tous les élèves d'un coup, ou soit encore de proposer une contribution où les élèves vont s'entraider à progresser. Donc, je débute avec l'historique de la découverte. En 2012, je démissionne de mon poste. Ça fait 4 ans et demi que je suis conseiller pédagogique en TIS à Montréal. Et j'ai l'envie ardente de retourner enseigner. Et j'ai l'envie ardente aussi de vérifier si mes méthodes vont payer au niveau des résultats académiques des élèves. Pourquoi cette quête-là des résultats devient importante pour moi? Parce que je me suis, moi aussi, comme Lorraine, comme Sylvain, comme Clarence, comme peut-être plusieurs personnes dans la salle ici, je me suis pensé pas bon à un moment donné dans ma vie à cause des notes que j'avais à l'école. J'ai donc essayé de trouver un système pour que les élèves puissent se penser bons grâce aux résultats qu'ils étaient pour obtenir. Donc, je démissionne et je mets en place la pédagogie 3.0. En gros, je vais utiliser une gestion de classe axée sur l'autonomie. Je vais essayer de mettre en place des éléments pour que les élèves vont retenir les points qu'ils apprennent, parce que ça ne me tente pas de répéter beaucoup. J'avais vu pendant que j'étais conseiller pédagogique que la créativité était super importante auprès des jeunes. Je vais donc leur proposer un jeu qui s'appelle Pangea. Les élèves vont inventer des bêtes dans le jeu. J'enseigne en 6e année. Et par la suite, ils vont se lancer dans un monde imaginaire qu'ils vont créer et jouer. Donc, il y a 4 phases. Ils créent, ils jouent, ils font un bilan, ils vérifient leur équipage, leur équipement. Et par la suite, ils vont réinventer s'il manque des choses. Par exemple, ils avaient tout inventé des ours qui étaient monstrueux. Il y avait des points de vie extraordinaires. Ça tuait tout le monde qui essayait de les attaquer. Donc, quand on est retourné dans le processus de création, ils ont diminué la force des ours un peu avant qu'on puisse se retourner. Et tout ça, ça se passe sans graphisme. Ça se passe dans la classe avec un fichier Excel qui fait apparaître des bêtes, là. Rien de plus que ça. Je mets en place 3 autres piliers aussi, l'amélioration de la lecture, des stratégies de recherche d'information. Ici, la motivation. Je vais essayer de déployer l'enseignement réciproque parce que selon John Hattie, c'est quelque chose qui est très, très puissant, supposément au niveau de l'apprentissage. J'y arrive pas parce que quand je mets des forts avec des faibles, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont se mettre à s'entraider. Si je les laisse se placer ensemble, tous les forts se placent ensemble puis ils ne s'entraident pas vraiment. Donc, je n'arrive pas à trouver le fonctionnement. Et l'amélioration de la performance scolaire. Et ce que j'essaie de faire, on fonctionne avec des notes, mais ça fonctionne aussi avec des lettres, c'est que les personnes qui obtiennent 85 % et plus à une évaluation sont exemptées du prochain examen. Je vise un objectif personnel de corriger le moins possible. Et ça fonctionne plus ou moins parce que c'est vraiment injuste. Pour certains élèves, obtenir 85, c'est très facile, alors que pour d'autres, c'est inaccessible. Toutefois, je continue à enseigner avec cette méthode-là. À la fin de l'année scolaire, je quitte mon poste. C'est donc une autre enseignante qui va venir évaluer les élèves. Et pour voir l'effet que j'ai eu sur les résultats, j'essaie de voir, je prends les notes de fin de l'année où j'ai enseigné, moins les notes de l'année antérieure. Comme ça, on voit les mêmes élèves sous un autre prof, qu'est-ce que ça a donné, et avec moi, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Il y a une progression de 1,8 %. Je suis super déçu. J'ai fait de la pédagogie inversée, j'ai fait l'enseignement réciproque, j'ai fait des jeux, j'ai fait plein de choses. Si je voulais retourner enseigner, ce n'était pas pour avoir ce genre de résultats-là. Pendant l'été, je redessine mon approche et voici à quoi ressemble la 3.01. On remarque que la gestion de classe est encore là. Des activités ici que je pourrais vous parler sont toutes super le fun. Et, mais j'ai 20 minutes. Et je mets l'emphase sur la progression. Et là, je me dis, pourquoi des fois, quand on attaque l'apprentissage, on parle beaucoup d'apprentissage, mais on n'attaque pas les notes? Parce que l'enfant, il apprend, et là, il se fait évaluer ou il s'évalue, et il y a une note. Et là, ce qu'il va retenir, ce n'est pas l'apprentissage, souvent, ça va être la note. Alors, je me dis, je vais essayer d'attaquer la note pour voir si je ne pourrais pas avoir un effet sur ces éléments-là.
Dans mon parcours, je ne rencontre pas John Hattie à ce moment-là. Toutefois, ce que je vise, ça s'avère à être l'élément le plus puissant de John Hattie. Chercheur néo-zélandais qui a analysé 900 méta-analyses en éducation, qui a couvert 250 millions d'élèves au total. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à essayer de voir l'effet de différentes approches pour essayer d'avoir une classification. Un enseignant normal, quand il enseigne avec ses stratégies, a un effet de 0,3. John Hattie mentionne qu'à partir de 0,4, on commence à avoir un effet sur les apprentissages et la réussite des élèves. Donc ici, 150 effets, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup. Il a même analysé dedans les enfants qui ont eu des problèmes à la naissance jusqu'aux parents, le milieu socio-économique. Tout s'y retrouve. On ne peut pas s'y tromper. Et l'élément le plus puissant, selon John Hattie, c'est l'auto-évaluation que l'enfant se fait de sa propre réussite. Si un enfant au lycée se dit qu'il va avoir 70 % ou un C, il va déployer les stratégies qu'il faut pour obtenir ce résultat-là. Alors, John Hattie, ce qu'il mentionne, c'est que si on peut arriver à influencer l'élève à se dépasser lui-même, bon, on va arriver à avoir des résultats intéressants. L'enseignement réciproque se trouve ici, là, ce qui est quand même très haut là, dans l'échelle de John Hattie. Alors, il me fallait inventer un calcul pour que le progrès soit juste et équitable pour tout le monde. Et c'est ce calcul-là que je vais m'apprêter à vous présenter. Donc, disons que j'ai Sylvain qui, à la dernière étape en lecture, avait 60 %. Vous êtes d'accord avec moi qu'il lui manque 40 points pour se rendre à 100. Pendant l'étape, il fait un formatif en lecture et il obtient 64 %. Selon vous, est-ce qu'il a progressé de 4 %? Qui pense que oui, levez la main? Qui pense que non, levez la main? OK. On va bouger les deux bras pour voir s'il y en a qui n'ont pas voté. Donc, selon mon calcul que j'ai mis en place, il n'a pas progressé de 4 %. En fait, il a progressé de 4 sur le manque à gagner parce qu'on ne peut pas dépasser le 100. Donc, à ce moment-là, Sylvain vient de progresser de 10 %. Je vous donne un autre exemple. Disons Clarence, et là, j'ouvre une parenthèse. Toute ressemblance avec des noms de personnes connues n'est que pure coïncidence. C'était, voilà. Donc, Clarence, qui avait 90 à la dernière étape, il ne faut pas se baser sur les notes. Clarence obtient 92 % dans cette évaluation-là. Donc, elle a progressé, selon mon calcul, de 2 sur 10, donc 20 %. La personne qui aurait plus progressé, selon moi, c'est Clarence, c'est qu'elle aurait obtenu un 20 %. Si on amène l'attention plus sur les résultats, mais sur la progression, il y a des choses extraordinaires qui se passent, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Donc, je voulais mettre l'emphase sur la progression. Et là, je voulais communiquer ça clairement à mes élèves. J'ai un élève qui a 90 à la dernière étape, il vient d'obtenir 95. Je lui marque 95 %, progression de 50 %. Et là, je lui remets. Et il vient me revoir et il me dit « Ça ne marche pas votre calcul, je n'avais pas 40 % à la dernière étape. » Puis là, j'ai dit « Non, non, non! Tu as obtenu 50 % de pourcentage relatif par rapport à 100 %. Il ne comprenait rien, et puis je le comprends qu'il ne comprenait rien. J'ai donc transféré, pour communiquer clairement la progression, j'ai donc transféré ça en médaille. Donc, de 0 à 9 %, c'est un certificat. 10 à 20, c'est une médaille de bronze. Et là, Sylvain a obtenu une médaille de bronze dans son examen. 20 à 29, argent, et ainsi de suite. Donc, sur l'examen, tout ce que je mentionne, c'est tu as obtenu 92 % A pour médaille d'argent. Donc, je ne leur mets pas des médailles réelles dans le coup. Et là, il y a des gens qui m'ont dit « C'est le fun, ton système, là, on voit que tu enseignes dans les petits niveaux. Tu sais, ça ne fonctionnerait jamais au secondaire, cette approche-là, ou à l'université, au lycée. » Puis là, moi, je portais à dire « C'est pour ça qu'on a des médailles aux Jeux olympiques. » Donc, les médailles, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend, puis qu'on peut utiliser à tous les niveaux. Donc, mon fichier aussi Excel que j'ai développé permet de faire ça. L'enfant, il a sur son pupitre, il faut qu'il ait constamment les résultats antérieurs et savoir combien ça lui prend pour obtenir la médaille d'or. Donc, l'enfant ici, il voit que s'il veut obtenir une médaille d'or, il va falloir qu'il y ait 86 % à la prochaine évaluation. Et là, si l'examen est sur 25 points, là, il commence à avoir de la misère, ça va être 86 % de 25. On aurait pu faire des statistiques, là. Mais en fait, ici, en bas de sa photo, ça y mentionne, si c'est sur 25, ton évaluation, tu vas avoir besoin d'avoir 22 pour obtenir l'objectif que tu vises. Donc, les enfants savent toujours combien est-ce qu'ils doivent obtenir. Moi, dans mon fichier de mon côté, je vois les notes antérieures de l'élève et lorsque je fais le total, donc l'évaluation était sur 12, quand je marque le résultat, mon fichier me dit le pourcentage et la progression. Remarquez que deux élèves ont la même note,
mais un a une médaille d'or, Maria a une médaille d'or et Achir n'a pas une participation. En fait, il a participé à l'évaluation, il n'a pas pu en profiter pour progresser. Comment ça se fait? Parce que Maria part à 70 au départ, donc 83 par rapport à 70, ça lui donne une médaille d'or. Ça prend environ un mois aux élèves à comprendre là, le principe de la progression. Et si je fais un clic, bien là, je peux voir tous les résultats des élèves pour savoir combien ça leur prend là, pour obtenir les médailles. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant pour engager mes élèves. Il a fallu que je fasse d'autres éléments. Et là, je me suis dit, John Hattie mentionne qu'il faut qu'il y ait un objectif élevé, il faut favoriser l'élève à se dépasser. Et là, moi, je veux revenir avec mon fameux 85 % qui était injuste au départ. Et je me dis, la médaille d'or va être le bon élément à mettre en place. Donc, j'encourage mes élèves à viser la médaille d'or. Et là, qu'est-ce qui se passe s'ils obtiennent la médaille d'or? 30 % de progrès. Il va être exempté du prochain examen. Et là, je me retrouve avec un problème, parce que les élèves qui réussissent à se faire exempter des examens veulent les faire quand même, parce qu'ils veulent voir s'ils vont être encore en mesure de se dépasser eux-mêmes. Donc, ça n'a pas fonctionné pour que je travaille moins. Et là, je me suis mis à essayer d'analyser pour voir c'est qui dans ma classe qui vise la médaille d'or. Et là, ici, ce qu'on obtient sur ce graphique-là, c'est les résultats antérieurs de mes élèves. Ceux qui sont mis à viser la médaille d'or, on voit qu'ils sont nettement au-dessus de la classe, donc ça l'attire mes plus forts. Mon quartile des plus engagés, c'est eux autres qui visent ça. Et ils se mettent à obtenir des résultats supérieurs aux autres qui n'ont pas utilisé l'investissement que j'appelle, c'est-à-dire de viser la médaille d'or. Donc là, j'étais un peu frustré. J'ai un système qui ne paie pas pour toute ma classe. Je me mets à continuer à me creuser la tête pour trouver d'autres éléments. Et j'en viens à mon enseignement réciproque que je n'arrivais pas à mettre en place au début, où est-ce que quand on met un fort avec un faible, ça ne fonctionne pas. Et là, je me dis, on va faire la guerre des clans. Et là, les petits garçons se rassoient. Ils ont entendu le mot « guerre » provenant de l'enseignant, donc ça les réveille. Et là, je leur dis, regardez bien comment ça va fonctionner. Les médailles vont être transférées en points. Vous allez vous placer ensemble pour étudier pour une évaluation. Les points des progrès de chacun vont être cumulés ensemble. Puis l'équipe qui a plus de points, c'est elle qui gagne. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est extraordinaire. Je leur donne 2 périodes de 30 minutes pour étudier face à une évaluation qui s'en vient, qui est très, très définie. Les enfants, ils se placent ensemble, c'est eux autres qui choisissent leur père. Et là, les plus forts se mettent à courir après les plus faibles dans la classe. Parce qu'ils se disent, c'est facile d'aider un plus faible, sa note va monter plus, on va avoir plus de points. Donc, ils se mettent à courir après les plus faibles. Les faibles, pour une fois, ils deviennent une denrée rare. Tout le monde se met à vouloir les aider. Le plus fort, après 2 périodes d'une demi-heure, réalise que le plus faible est très difficile à aider. Il faut y réexpliquer, il faut y faire des dessins, il faut y expliquer on se lève debout, on bouge, on essaie de faire des opérations en bougeant. Et ce qui fait le plus fort en faisant ça, c'est qu'il est en train de verbaliser plein de processus qui sont devenus inconscients. Fait que lui, ça va l'aider, on espère que ça va l'aider à progresser encore plus. Qu'est-ce que ça donne dans la classe? Bien, c'est ça. On a des élèves qui sont assis ensemble. On voit les photos là, sur les pupitres que je mentionnais. Les élèves savent combien il faut qu'ils aient. Avec leur père, ils se mettent à dire, OK, comment on pourrait avoir des points supplémentaires pour que tu puisses viser la progression. Et vous avez 0 gestion de classe à faire pendant ces périodes-là. Vous pourriez les laisser étudier pendant un après-midi de temps et je l'ai essayé. C'est un repos pour moi aussi à ce moment-là. Donc, et ça fonctionne. Ça fonctionne, et là, je me mets à analyser, ça fonctionne sur qui? Ici, j'avais des évaluations normales. Mon fichier Excel me fait des graphiques, et j'ai séparé gars-filles. J'ai aussi séparé sur les quartiles pour voir si ça payait plus chez les forts. Ici, je vous présente juste sur les gars-filles. Donc, quand j'ai introduit la photo puis les exemptions, remarquez ce qui se passe sur la courbe des filles. La courbe des filles devient moins en dents de scie. 0 effet chez les garçons. À partir d'ici, je mets les clans en place, parce que je n'avais pas pensé avant, c'est pour ça. Et là, remarquez, les points se rapprochent. Donc, mon écart type s'amenuise avec la guerre des clans. C'est fantastique. Et c'est juste autour des examens. Là. On ne parle pas de pédagogie ou comment j'enseignais cette matière-là. C'est juste l'évaluation qui est en place. C'est le bon temps, ça? OK. Oui. Donc là... les garçons, je vois que j'ai moins d'effets chez les garçons. Je me mets à essayer de trouver qu'est-ce que je pouvais faire avec eux autres et les plus faibles de la classe. Et là, je remarque que pendant les récréations, leur passion, eux autres, c'est de se taper sa tête dans le cours de récréation.
Je vous ai pas dit, j'ai changé d'école pour aller dans un milieu hautement défavorisé et le plus haut taux de défavorisation au Québec, là. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va faire quelque chose. Les élèves, avant un examen, se lèvent debout, ceux qui veulent se battre. Et là, entre les personnes qui sont debout, on se lance des duels. La personne, elle accepte, je vais me placer face à cette personne-là et je fais mon examen. J'ai observé, n'importe quel enseignant ici va vous le dire, que les plus faibles, qu'est-ce qu'ils font pendant l'examen? Ils regardent les oiseaux passer, ils ramassent leurs crayons, ils font plein de choses autres que l'examen. Et là, on dit, OK, on ramasse les copies, l'examen est fini. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, là, ils se réveillent. Il faut leur donner du temps supplémentaire. On leur donne 15 minutes, 20 minutes de plus. On ramasse les copies. Il reste souvent des questions vides, très frustrant pour l'enseignant, pour peu de résultats auprès des élèves. Donc, avec les combats, ce qui se passe, c'est quand l'élève regarde en face de lui, il est en train de voir que l'autre en face, là, il l'insulte directement. Il est en train d'écrire sa copie d'examen. Avec lui, ça l'insulte, puis il se remet à gagner son attention. On sauve entre 15 à 20 minutes par évaluation avec les combats comme ça. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Remarquez, la courbe des garçons passe au-dessus de leur moyenne. Donc là, il y avait encore des écarts. Là. Il a fallu que je développe d'autres choses par la suite. Mais voici ce que ça a donné comme résultat. Donc, dans une classe, on a des élèves qui sont en train de se battre, on a des élèves individuels, on a des élèves qui sont en train de se battre en équipe qu'on ne les voit pas aussi, parce que les points sont cumulés par la suite. Là. Ils ne sont pas assis un côté de l'autre à s'échanger les réponses. Ce que j'ai omis de vous dire dans la guerre des clans, la guerre des clans, tout à l'heure, c'est que même le plus fort qui a aidé un plus faible, quand il s'assoit devant sa copie d'examen, si lui a 88, mais il a plus bas que la note de la dernière étape, c'est lui qui fait perdre des points à son équipe. Donc la pression, elle est égale sur tout le monde. Bien, la pression, la stimulation à performer, à s'améliorer, elle est égale sur tout le monde. Je vous laisse observer ça quelques instants et me dire qu'est-ce qu'il y a de bizarre qui se passe sur une copie d'élève. Il rature beaucoup. L'élève a commencé à marquer les notes avant que moi je corrige. Ici, il a marqué 4 sur 6. Remarquez, regardez ce qu'il a fait. C'est un élève qui a 62 % ça, dans la classe, normalement. Donc, à cause de la photo, à cause de la guerre des clans, des combats, il se met à estimer combien il va avoir, faire des processus de révision, chose qu'on a beaucoup de misère à faire des élèves qui sont en difficulté. Alors, le résultat, je quitte encore ma classe, je les abandonne en fin d'année. Je ne voulais pas que mon fils aille à la garderie pendant 2 mois, donc je prends un congé sans solde. Même principe, une autre enseignante évalue mes jeunes. Et là, ici, les résultats qu'on va voir, c'est les élèves quand ils étaient l'année avant moi. Voici comment ils se sont comportés. 59 avaient progressé de 4,6 % avec la pédagogie 3,01. Donc, tout ce qu'on a vu auparavant, le Pangea, le jeu et tout, plus seulement les petites points que je vous ai mentionnés sur le progrès. Regardez la différence. 82 % de la classe a progressé en moyenne de ce pointage-là en lecture, en écriture, en raisonner et en résoudre. Pour un progrès de quasiment de 5 %. Si on fonctionnait avec des lettres, ça voudrait dire que la classe serait passée de C à B en moyenne. Donc, c'est un bond assez extraordinaire. J'ai passé mon temps à vous parler de chiffres toute la présentation. Je suis désolé pour ceux qui sont plus relationnels. J'avais besoin d'aller chercher le qualitatif. J'ai donc demandé à mes élèves, sur 57 points de la pédagogie, de me classer ça de 0 à 10. Où 10, c'est faites ça à tous les enfants de la planète, et 1, faites plus jamais ça, c'est atroce. Donc, les élèves m'ont classé sur une échelle de 1 à 10, les éléments. Je vous parle des top 3. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient au même diapason. Donc, en 3e position, les combats, les exemptions, les dictées folles que je ne vous ai pas parlé. Et les combats des clans sont apparus. En 2e, les médailles, la liberté de se déplacer en classe. Et en 1re position, le fait que je les accueille par leur prénom. Ça a battu mon jeu Pangea, ce qui battait des ours là et tout, là. Hein, que j'ai passé des heures à développer ça. Ils préfèrent que je les nomme par leur prénom. Une chance, je leur ai demandé, sinon je n'aurais jamais su que ça, c'était si important que ça. Et la liberté qu'ils avaient de se déplacer. Je ne sais pas pour vous, mais sur 57 points que des enfants de 10 ans mentionnent des stratégies d'évaluation comme étant des choses qui les ont les plus aimées, me touche vraiment beaucoup.
Alors, en conclusion, si on arrivait à rendre le progrès visible à tous les élèves et que nous leur communiquions dans un langage qu'ils pouvaient comprendre, je crois qu'on aurait trouvé une première prémisse. Si on avait trouvé à... J'avais quelque chose d'intelligent à dire sur cette image-là. Ça vient de partir, c'est triste. Donc, si on ne partait plus des résultats antérieurs des élèves, mais bel et bien sur la progression, alors à ce moment-là, peut-être on aurait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Parenthèse, j'ai 2 élèves qui ont obtenu 100% la 2e étape, donc ils ne pouvaient plus jouer aux médailles. Ils ont demandé à la classe de baisser leurs notes pour pouvoir continuer. On a laissé 100 dans le bulletin, on a baissé à 90 pour pouvoir continuer. Si nous leur permettions des environnements où la contribution aidait le père, aidait le voisin à obtenir des résultats les plus extraordinaires, je crois qu'on aurait trouvé quelque chose en éducation. Et j'avais prévu des posters pour marcher, mais je suis souvent resté dans les données. Je crois qu'en tant qu'enseignant, quand on se fait proposer des démarches novatrices, intéressantes, intelligentes, on a besoin, je crois, de retourner dans les résultats de nos propres élèves pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est à cette lumière-là que j'ai développé les combats des clans et tout, qui m'a permis d'obtenir ces résultats-là. Ce n'est pas le combat des clans qui a été payant, c'est moi, comme enseignant, qui m'adaptais aux résultats que je ramassais là, dans les formatifs. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de m'avoir écouté.